Bonjour, voici la deuxième partie de cet ouvrage de John Rawls, Théorie de la justice. C'est l'intuition qui doit évaluer le poids du principe de perfection. Quand les circonstances s'améliorent, le principe de perfection acquiert un poids grandissant par rapport à l'amélioration de la satisfaction du désir. Mesurés par l'excellence de leurs activités et de leurs œuvres, la liberté et le bien-être des individus diffèrent largement en valeur, objectifs différents des partenaires. Dans l'éthique du perfectionnisme, les partenaires ont accepté le devoir de favoriser l'évolution d'êtres humains d'un certain style et avec une certaine grâce esthétique. Les citoyens ne sont pas tenus au devoir d'obéissance, même envers une constitution juste, à moins d'avoir reconnu et de continuer à reconnaître ses avantages. L'action volontaire est établie comme condition du principe et comme condition de l'institution qui doit être juste. L'obligation de tenir une promesse est une conséquence du principe d'équité. Il y a normalement un devoir d'obéir à des lois injustes, à condition qu'elles ne dépassent pas un certain degré d'injustice. La théorie économique ne s'accorde pas avec la procédure idéale de la législation. L'idée principale dans le juste principe d'épargne est d'éliminer certains extrêmes. Le principe de l'accord politique s'applique. Dans une société presque juste, la théorie de la désobéissance civile s'illustre. L'État où la justice est presque réalisée, qui exige un régime démocratique. La résistance militante est une tactique pour transformer ou même renverser un règne injuste et corrompu. La source est le conflit des devoirs. C'est un test crucial pour toute théorie du fondement moral de la démocratie. Pas trop d'espoir, mais c'est un acte public, non violent, décidé en conscience et politique. Elle s'adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté, désobéir au règlement. Les tribunaux peuvent finalement prendre parti pour les opposants et déclarer que la loi ou la politique en question sont anticonstitutionnelles. Protester contre des lois injustes, principes de la moralité personnelle ou à des doctrines religieuses, exprime la désobéissance à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi. On est prêt à assumer les conséquences légales de sa conduite, à enfreindre la loi. Entre la protestation légale et le déclenchement du procès exemplaire, l'objection de conscience et le fait de ne pas obéir à une injonction légale ou à un ordre administratif, c'est le refus d'un ordre. Les premiers chrétiens refusaient les actes de piété prescrits par l'État païen ou les témoins de Jéhovah qui refusent de saluer le drapeau. Taureau refuse de payer un impôt pour l'injustice causée à quelqu'un d'autre. C'est une dérobade pour des raisons de conscience. Le pacifisme doit être traité avec respect. La solution idéale consisterait dans une coopération politique des minorités afin de limiter le niveau global des contestations. Le refus de prendre part à une guerre est un point de vue irréaliste. C'est un affront aux prétentions du gouvernement. Le pouvoir étatique est prédateur et une résistance à l'égard de l'État est nécessaire. Le citoyen est tenu pour responsable de ce qu'il fait. Nécessité d'une théorie du bien, car indispensable afin d'arriver au principe de la justice. La réalisation du bonheur, une vie heureuse suppose toujours un certain degré de chance. Agir sur la base de la délibération rationnelle peut nous assurer que notre conduite est au-dessus de tout reproche et que nous sommes responsables vis-à-vis de nous-mêmes. Le respect de soi-même, l'excellence et la honte. Le premier bien est le respect de soi-même, confiance en sa propre capacité à réaliser ses intentions dans la limite de ses moyens. La honte est une blessure dans notre estime de nous-mêmes, ce qui ne dépend pas de notre volonté comme l'apparence physique ou la lenteur d'esprit ne nous attire pas le blâme. La honte morale et la culpabilité impliquent nos relations aux autres, émotions. Une société bien ordonnée est gouvernée par sa conception publique de la justice. Freud affirme que les processus grâce auxquels l'enfant parvient à avoir des attitudes morales sont centrés sur la situation oedipienne et sur les conflits profonds auxquels elle donne lieu. Pour Mill, l'organisation d'une société juste est si adaptée à notre nature que tout ce qui lui est nécessaire est accepté comme nécessité physique.
L'amour des parents pour l'enfant donne naissance en retour à son amour pour eux. Le champ de la morale est circonscrit par les principes de la justice. Intention est évidente d'honorer ses devoirs et ses obligations, considérées comme une forme de bonne volonté. Une société parfaitement juste devrait faire partie d'un idéal que des êtres humains rationnels devraient désirer plus que toute autre chose, à partir du moment où ils en auraient eu une pleine connaissance et expérience. Le motif moral le plus élevé est le désir de faire ce qui est juste et droit, simplement car c'est juste et droit, toute autre description étant inadéquate. Les égoïstes, sauf à s'illusionner eux-mêmes, sont incapables de ressentiment et d'indignation. Si un égoïste en trompe un autre, aucun des deux n'a de raison de se plaindre. Première loi, à condition que les institutions familiales soient justes et que les parents aiment l'enfant, qu'ils expriment leur amour par le souci de son bien, alors l'enfant qui reconnaît leur amour pour lui apprend à les aimer en retour. Deuxième loi, à condition qu'une personne ait développé sa capacité de sympathie par l'acquisition de liens affectifs, et que l'organisation sociale soit juste et reconnue publiquement comme telle par tous, alors cette personne développe des relations d'amitié et de confiance à l'égard des autres membres du groupe à mesure que ceux-ci remplissent leurs devoirs et leurs obligations. Alors, troisième loi, cette personne acquiert le sens de la justice et ceux qu'elle aime sont les bénéficiaires de cette organisation. Une conception de justice n'est qu'une partie d'une doctrine morale. La justice comme bien idée d'union sociale, l'envie et la mesquinerie sont des vices. Les vertus morales font partie des traits de caractère qu'il est rationnel de souhaiter trouver chez ses associés. Les vices comme la malveillance, on n'en veut pas. Le bonheur est l'exécution couronnée de succès d'un projet rationnel, mais aussi son état d'esprit, sa confiance dans la durée de son succès. On dira qu'il s'approche du bonheur absolu dans la mesure où les conditions sont suprêmement favorables et où sa vie est complète. La fin dominante est le bonheur lui-même. Saint Ignace de Loyola dit que le service de Dieu, le salut de l'âme, est la fin dominante, seul critère tranchant sur des fins subordonnées. Pour cette raison, nous devrions préférer la santé à la maladie, la richesse à la pauvreté, l'honneur à la disgrâce, une longue vie à une vie courte, l'amitié et l'affectation à la haine et à l'animosité. Indifférent aux liens affectifs car il devient immodéré. Pour saint Thomas d'Aquin, voir Dieu est la fin dernière de toute entreprise et de toute connaissance humaine et s'accorde dans notre vie de la place aux amusements, ne gênant pas le but supérieur. Dieu est conçu comme un être moral. Le moi est défiguré et mis au service de l'une de ses fins par esprit de système. Avec les hédonistes, la seule chose que les individus recherchent est le plaisir. La sensation est le seul candidat pour le rôle de fin dominante. L'hédoniste se tourne vers l'intériorité. Le maximum de plaisir fournit une idée claire du bien. Aristote dit que l'homme bon donnerait, si nécessaire, sa vie pour ses amis, préférant une vie noble à une existence monotone. Pétrarque dit que 1000 plaisirs ne valent pas une peine. Il n'existe aucun objectif unique en fonction duquel tous nos choix pourraient être raisonnablement faits. Un projet rationnel est celui choisi par une délibération rationnelle selon la théorie complète du bien. La personnalité morale conçoit le bien et développe un sens de la justice, désir dominant d'agir selon certains principes du juste. Un individu doit choisir son projet de vie à la lumière d'une information complète. L'unité essentielle du moi est fournie par la conception du juste et dans une société bien ordonnée, cette unité est la même pour tous. La nature du moi, libre et égale aux autres, est la même pour tous. Le moi se réalise dans les activités, les actions humaines naissent de désirs existants et que ceux-ci ne peuvent être changés que graduellement. Le contenu des principes de la justice est un élément crucial dans la décision. La publicité garantit que tous peuvent justifier leur conduite les uns à l'égard des autres sans que cela entraîne de conséquences indésirables. La pureté du cœur serait de voir avec clarté et d'agir avec grâce et maîtrise de soi. Deuxième partie de John Rawls, théorie de la justice. Merci.